Et la dernière chose, c'est, en parlant de réseau, c'est justement, tu vas créer des opportunités professionnelles. S'il n'y avait pas LinkedIn, probablement que je ne serais pas là aujourd'hui. Enfin, moi, je trouve que c'est une opportunité, qu'on veuille recruter, qu'on veuille vendre ou qu'on veuille se faire recruter. Je trouve que LinkedIn, c'est vraiment l'endroit parfait pour être visible professionnellement. C'est un des facteurs qui va mesurer la viralité de votre post sur LinkedIn et à quel point LinkedIn va diffuser votre post. L'effet cumulé, je pense qu'il est ultime au moment où tu as ta communauté qui vit par elle-même parce que toi, en fait, tu as limite plus besoin d'interagir et donc en fait les choses se font par elles-mêmes et c'est ultra gratifiant en fait. Donc un bon moyen en fait de trouver du contenu, c'est pas de forcément de, moi je conseille pas de partir de soi, même si c'est intéressant de le faire de temps en temps, mais moi je conseille surtout de partir des gens à qui tu t'adresses. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a le voir plus, petit voir plus, il y a 3 lignes, après il y a voir plus. Il faut que les gens ils aient envie de cliquer sur ce voir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lead Talk. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir encore une fois Nina Ramen. Nina, bonjour. Salut Youssef, merci pour la re-invitation. Merci à toi d'avoir accepté une deuxième fois. Et aujourd'hui, on a déjà discuté des newsletters. Aujourd'hui, on va plus discuter de tout ce qui est LinkedIn et comment générer des leads avec LinkedIn. On va parler de copywriting, on va passer le tout en revue. Donc, juste pour les personnes qui ne nous ont pas vus la dernière fois, est-ce que tu peux te représenter une deuxième fois? Yes, alors je m'appelle Nina Ramen et je suis fondatrice de la manufacture du copywriting. Ça, c'est ce que je fais le jour et la nuit. J'ai aussi une newsletter qui s'appelle Culottée, qui est destinée aux femmes qui veulent oser davantage. Donc, la manufacture et sur Culottée, j'ai 2 newsletters qui sont 100% gratuites. Et la manufacture du copywriting, c'est quoi ? Je forme et j'accompagne les gens à l'écriture de vente, à l'écriture de persuasion, c'est-à-dire comment on utilise l'écriture en business pour générer de l'attention, pour générer des ventes et pour générer de manière générale du lead. Donc, ceux qui ne connaissent pas, je pense que probablement que tes auditeurs connaissent, mais juste la parenthèse, le copywriting, c'est quoi ? Copywriting avec un W, à ne pas confondre avec le copyright avec un R, qui est le droit de la propriété intellectuelle. Le copywriting, c'est l'art de convaincre, l'art de vendre avec les mots, l'art de transformer les mots en euros. Vendre au sens large. Pourquoi au sens large ? Parce que on veut pousser notre lecteur à créer une action, que ce soit sur une page de vente. On veut que là, effectivement, il achète. Mais si c'est sur les réseaux sociaux, on va en parler tout à l'heure, c'est qu'il clique sur le bouton like ou commenter pour créer de l'engagement. Et sur les emails, on en a parlé la dernière fois avec la newsletter, c'est comment tu fais en sorte que les gens ouvrent, cliquent et s'engagent avec toi dans une relation par email pour derrière avoir un rendez-vous ou derrière rester dans leur, ce qu'on appelle top of mind, dans le haut de leur pensée. Voilà, globalement, ce que c'est le copywriting et moi, j'enseigne tout ça. Merci beaucoup. D'ailleurs, tu es surnommée la queen du copywriting, donc ça, c'est un titre que moi, je te le donne avec plaisir parce que je pense que tu le mérites vraiment. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller regarder, d'aller suivre la newsletter, de souscrire à la newsletter et surtout de suivre ton compte LinkedIn parce qu'effectivement, tu as une manière d'écrire, une plume qui est assez amusante, c'est assez léger et on voit un peu tous les conseils que tu vas nous donner ici, on va les voir en pratique et c'est un compte que j'aime beaucoup regarder, qui est pas mal, même si parfois tu publies un peu moins, mais ça c'est pas grave, on va dire. On en parlera. On en reparlera tout à l'heure. Je voulais savoir pour commencer, pourquoi toi tu as décidé de commencer, de te lancer sur LinkedIn et pas sur un autre réseau social? Yes, c'est marrant parce qu'en fait, moi, j'ai commencé sur LinkedIn totalement par hasard. J'étais salariée, donc je n'avais pas du tout ma boîte à l'époque et je ne travaillais pas du tout ni dans le marketing ni dans la vente. Je travaillais dans le recrutement. Donc, en fait, je suis arrivée sur LinkedIn parce que je cherchais des candidats, tout simplement. Et c'était mon premier job, donc j'étais consultante en recrutement. Et en fait, c'est comme ça que j'ai atterri sur LinkedIn, tout simplement. Et j'ai constaté plusieurs choses. La première, c'est que moi, je cherchais à engager des candidats qui ont autre chose à faire que répondre à des recruteurs, qui potentiellement sont déjà bien dans leur job, qui t'ont rien demandé. Et toi, tu es là et tu vas aller leur dire hey, salut, tu veux, donc c'était de la chasse, hey, salut, tu veux changer de boîte et changer 80% de ta vie. Donc, tu as intérêt quand même tu vois, à être assez solide dans ton approche parce que c'est au même titre que la vente, tu dois vraiment capter l'attention et faire en sorte que la personne elle s'engage avec toi. Et donc là, j'ai constaté une chose, j'ai constaté que, alors, on m'a rien, moi quand je suis arrivée, j'avais pas vraiment de formation sur LinkedIn et les messages d'approche, le titre, c'était opportunité professionnelle. Et le contenu, c'était bonjour, j'ai une opportunité professionnelle pour vous à Paris en CDI. Merci de me recontacter. Le truc qui ne te donne pas envie. Et donc, moi, je me rendais compte que ce message ne marchait pas très bien. Et je suis allée un peu sur Internet regarder ce qui se faisait. Je suis tombée sur un blog qui s'appelle le blog de l'école du recrutement. Et il donnait énormément de contenu et de conseils. Et en fait, ce qui s'est passé,
c'est que j'ai commencé à changer mes messages d'approche. Et là, je suis passée de peut-être un retour sur 10 à 90% de retour, donc à 9 sur 10. Donc là, j'ai compris la puissance de l'écriture, premièrement, comment tu peux créer de l'engagement. Et deuxièmement, j'ai compris la puissance aussi de LinkedIn, de pouvoir contacter n'importe qui, n'importe où, et surtout d'avoir une personne qui soit qualifiée sur un domaine en particulier. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'ai découvert, c'est LinkedIn. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée là. Voilà. Et donc ici, toi, tu t'es retrouvé par hasard, mais pour quelqu'un qui a besoin d'être, on va dire, convaincu ou juste qui demanderait pourquoi tu conseilles de publier sur LinkedIn. Yes, donc on en arrive à la suite. Ensuite, donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, super intéressant pour recruter. Puis en fait, j'ai réalisé aussi autre chose, c'est que en fait, tu n'avais pas que la partie où tu pouvais approcher tes candidats, tu avais la partie aussi où toi, tu pouvais travailler ta marque personnelle. Et en fait, tu pouvais toi aussi publier et attirer des gens à toi. Donc là, je me dis, OK, en fait, l'intérêt, c'est pas seulement d'approcher les candidats, c'est aussi que les recruteurs m'approchent. Parce que à l'époque, j'étais salariée et je me suis dit, mais c'est quand même une bonne vitrine, LinkedIn. C'est quand même un endroit où en fait, je peux dire ce que je veux, je peux raconter ce que je fais, mon travail, partager mon expertise et être reconnue pour ça. Et donc là, le gros déclencheur, ça a été quand j'ai publié une vidéo. Donc j'avais créé une espèce de vidéo au smartphone, le truc trop moche, et qui avait créé pas mal d'engagement pour le coup. Et donc, c'était une des premières publications qui avait bien fonctionné. Alors, quand je dis pas mal d'engagement, c'était 100 likes à l'époque, parce que le maximum que j'avais fait, c'était 8. Quoi. Donc, je trouvais que là, tu vois, j'ai sorti un deuxième déclic. Et en fait, pour faire court, là, donc ça, c'est mon expérience personnelle, mais pour faire court, il y a 3 en fait, raisons pour lesquelles tout le monde devrait publier sur LinkedIn. À la fois quand on est salarié, parce que en fait, ça permet d'avoir des recruteurs qui s'intéressent à vous. Moi, depuis que je publie sur LinkedIn, je n'ai jamais postulé à un job depuis que je suis sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ils viennent me voir, ils viennent me parler, je crée des relations. Et en fait, après, au fur et à mesure, ça se fait. Donc, depuis que je suis sur LinkedIn, je n'ai pas eu besoin d'envoyer un CV. Je déteste faire mon CV, donc ça tombe bien. Deuxième chose, ça crée des leads, ce qu'on appelle des leads, c'est-à-dire des opportunités. Quand on est notamment CEO de sa boîte, mais aussi quand on est commercial, si tu arrives à te faire toi identifier, je pense à Marwan par exemple, qui était chez Lemlist, lui c'est un commercial dans une boîte et en fait il s'est tellement fait bien identifier sur ce réseau social-là que les gens le contactent, ils savent qu'il est commercial et donc il a des opportunités pour son business, pour le business de sa boîte. Et ça marche aussi quand on est CEO, donc moi aujourd'hui c'est mon cas. J'ai ma boîte et en fait aujourd'hui moi je fais 0 prospection. D'ailleurs quand on regarde, je n'ai pas de site internet, les gens ne savent pas ce que je vends en fait, c'est écrit nulle part et pourtant j'ai un carnet de commandes qui est plein et là je prends personne jusqu'en mars. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait quand tu publies du contenu, quand tu es reconnu sur ton expertise, il y a des gens qui vont venir te contacter directement, tu vois. Et ça c'est très intéressant parce que tu n'as pas besoin de faire de prospection, tu n'as pas besoin de faire de publicité payante, donc en fait tu passes par un canal qui est gratuit, par un canal aussi qui va créer un réseau. Et la dernière chose, c'est, en parlant de réseau, c'est justement tu vas créer des opportunités professionnelles. S'il n'y avait pas LinkedIn, probablement que je ne serais pas là aujourd'hui. C'est vrai que c'est quelque chose qui est finalement, on a l'impression que c'est plus pour les entreprises et les CEO, mais on voit ici avec l'exemple que tu as donné, Marwan d'ailleurs, il sera bientôt dans l'émission aussi. Et lui, c'est vraiment impressionnant parce que tu te dis, c'est pas le CEO, il n'a aucun intérêt, en fait, on va dire, à mettre en avant l'entreprise à part pour ses résultats, mais à la fin, il a réussi à créer un branding qui a permis à la fin de générer, il a fait récemment un post, générer des centaines d'opportunités juste avec deux, trois nouvelles. Donc, c'est vraiment important de développer ce branding-là. Et finalement, c'est utile à tout le monde. Moi, je pensais au début de manière fausse que c'était utile qu'au CEO, mais finalement, là, je vois que même pour les salariés, c'est hyper important. Moi, pendant 4 ans, en fait, j'étais salariée, donc je me suis lancée assez récemment, j'ai lancé assez récemment ma boîte. Pendant 4 ans, j'ai été salariée, pendant 4 ans, j'ai posté. Et en fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me lance en tant qu'entrepreneur et en fait, j'ai du lead avant même d'avoir créé un produit. En fait. Donc, il y a ce truc-là aussi. Il y a le fait que tu construis. Pour ceux qui veulent lancer leur boîte, en fait, tu capitalises déjà parce que tu te fais déjà connaître et en plus, tu es payé par tes salariés, en fait. Tu vois. Donc, en fait, c'est pas comme si tu étais entrepreneur et que tu perdais du temps. Tout le temps que tu passes pas à vendre, en fait. Tu le fais en même temps que tes salariés. Tu fais 10% de plus à chaque fois. Et en fait, c'est ces 10% à chaque fois qui font que derrière, tu as un effet cumulé et derrière, en fait, tu développes un réseau. Donc, il y a vraiment cet effet-là où le fait de le faire pendant 4 ans, le fait d'avoir fait en tant que salarié, ça ne te met pas la pression parce que tu peux
permettre en fait de passer du temps pour le faire, en tout cas plus que pour un entrepreneur qui pourra avoir la pression d'une manière ou d'une autre. Enfin, en tant que salarié, on a aussi la pression, mais ce que je veux dire, c'est que là, tu vois, tu peux le faire en plus de ton job. Et voilà. Donc, clairement, moi, je trouve que c'est une opportunité qu'on veuille recruter, qu'on veuille vendre ou qu'on veuille se faire recruter. Je trouve que LinkedIn, c'est vraiment l'endroit parfait pour être visible professionnellement. Donc, vu les cas que tu as dit, il faudrait que 100% des utilisateurs de LinkedIn postent. Ça, c'est le message à retenir. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y en a que 1%. C'est-à-dire qu'il y a un boulevard et que c'est le moment idéal pour entrer pour ceux qui ne sont pas encore dessus. Ouais, d'ailleurs, il y a peut-être des gens qui pensent, pardon, je te coupe, mais tu vois, quand tu dis il y a un boulevard, je pense notamment qu'il y a des gens qui hésitent à se lancer parce qu'ils se disent, ah, ben, il y a déjà telle personne qui parle de ça. Et tu vois, des commerciaux comme Marwan, il y en a plein qui prennent la parole. Il y a Thomas Rivol, il y a Marwan, il y a plein de gens en fait qui prennent la parole sur LinkedIn en tant que commercial, même au sein de l'Amlist. Il y avait d'autres commerciaux, comme il y avait Clémence Ferréol aussi. Donc, il y a plein de gens qui parlent de commercial comme moi, il y a plein de gens qui parlent de copywriting. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un le fait déjà que vous ne devez pas le faire. Au contraire, en fait, vous allez être complémentaires, vous allez apporter une autre vision et vous allez apporter aussi, vous, votre personnalité et votre manière de faire les choses. Et il ne faut pas voir ces personnes-là comme des concurrents, il faut les voir comme des collègues. C'est un peu comme quand on écoute YouTube. Ce n'est pas parce qu'on écoute YouTube qu'on ne va pas écouter les Beatles aussi. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Et au contraire, les gens qui vont écouter YouTube, ils vont forcément, enfin, probablement écouter aussi les Beatles. Quand on écoute Nekfeu, on va probablement aussi écouter Orelsan et L'Homme Pâle. Et c'est ça, en fait, qu'il faut se dire. C'est qu'il faut vraiment se dire que faut se voir un peu comme des artistes. Et ce n'est pas parce que les gens ils vont consommer votre contenu qu'ils ne vont pas consommer le contenu de quelqu'un d'autre et inversement. C'est ça, c'est une erreur qui revient souvent. Et surtout, voilà, comme tu as dit, tu as pris l'exemple de Marwan et Thomas, ils font quasi la même chose. Pourtant, ils sont hyper potes et tu as l'impression, limite, tu te dis, à la base, c'est des concurrents. Et finalement, tu vois que toi aussi, avec des copywriters, je l'ai déjà vu, à la fin, limite, vous êtes proches, vous êtes potes, et l'un et de l'autre. Et au final, tout le monde est gagnant. Donc, c'est vraiment une ambiance hyper saine. Moi, quand je suis arrivé dans ce monde-là, j'ai vu, je me suis dit, waouh, c'est vraiment quelque chose qui est. Tu as l'impression que tout le monde est vraiment bienveillant et tout le monde aide. Et au final, il ne faut pas avoir peur de la concurrence parce que ça n'en est pas réellement une. Du moment que, comme tu as dit, le marché est assez grand, il n'y a que 1% de personnes qui font du contenu. Peut-être que quand il y en aura 100%, l'ambiance sera un peu plus tendue, mais ce n'est pas grave. Pour l'instant, on n'y est pas encore, donc fonçons. Il y a ça, et puis, exactement, il y a ça, et puis il y a le fait que moi, de toute façon, je me considère comme étant trop petit. Moi, j'ai besoin de 5 leads, j'ai besoin de 5 clients par mois pour faire mon chiffre. Donc, 5 clients par mois, ça représente 25 heures de travail, tu vois. Donc, j'ai pas besoin de plus. Et donc, aujourd'hui, si tu veux, il y a des gens à qui je dis non. Et donc, j'ai aussi besoin d'avoir des copywriters à qui je peux les envoyer ou des gens qui forment au copywriting à qui je peux les envoyer. Et tu as aussi cet échange-là qui se fait quand tu es créateur de contenu, quand tu es petit, en fait, tu n'as pas pour vocation d'être un live mentor qui va brasser des centaines et des milliers d'élèves. Moi, j'ai que quelques personnes et c'est vraiment ces 5 personnes que je vais prendre dans le mois et c'est tout en fait. Là, je lance un bootcamp, il y a très très peu de... Enfin, j'ai lancé un bootcamp, il n'y a plus de place. Voilà, c'est ce que je dis, il n'y a plus de place parce que en fait, j'ai rempli ma jauge maximum et je n'ai pas pour vocation d'aller plus loin. Donc en fait, moi, je suis très à l'aise avec ça aussi parce que je sais que de toute façon, le temps que les gens, en fait, si j'ai plus de, j'aurai jamais plus de, plus de gens sur le marché, puisqu'il me faut 50 personnes par an, quoi. Donc, c'est quand même pas énorme non plus. Et il y a quelque chose aussi qui est intéressant. Tout à l'heure, tu as parlé du fait qu'au début, quand tu as commencé, tu avais oui, j'aime, oui, like au début. Et puis par la suite, ça commence à monter. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a l'effet cumulé. C'est-à-dire que chaque fois, le post qui vient fortifie ta marque encore plus que le post d'avant. Il y a cet effet cumulé. Est-ce que tu le ressens toi aussi ou pas du tout? Moi, l'effet cumulé que je ressens, c'est à quel point les gens vont s'engager de plus en plus avec moi. Je m'explique. Au début, en fait, les gens ne connaissaient pas Nina Ramen. Après, ils ont dit, ah, Nina Ramen, la nana qui est à l'école du recrutement, parce que je travaille dans une boîte qui s'appelle l'école du recrutement. Et après, j'ai lancé des emails quotidiens. Donc, parallèlement à LinkedIn, j'ai développé un canal qui est les emails, donc la newsletter dont on a parlé la dernière fois. Et donc, il y a vraiment cet effet-là où en fait, les gens te connaissent de plus en plus et c'est comme un ami. Un ami, plus tu le connais, plus tu l'aimes. Les gens que tu ne connais pas, tu ne les aimes pas, c'est normal, tu ne les connais pas leur qualité, leurs défauts, c'est juste des inconnus. Alors que là, avec le temps, les gens m'ont suivi et ça fait 4 ans qu'ils me suivent. Et donc là, il y a cet effet cumulé de, OK, en fait, plus tu connais, plus tu aimes. Il y a aussi autre chose qui est intéressant, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai transformé mon audience en communauté. Alors, quelle est la différence entre une audience et une communauté? C'est qu'une communauté peut vivre par elle-même.
Aujourd'hui, il y a des gens qui se sont regroupés dans un groupe, justement. LinkedIn, il y a presque 700 personnes et sur Slack, je crois qu'il y a à peu près le même nombre de personnes. Et c'est des gens qui… le groupe s'appelle Ramène ta fraise. Donc, Ramène comme mon nom de famille, R-A-M-E-N, ta fraise. Et en fait, c'est un groupe qui est de femmes, principalement, parce que moi, c'est vrai que je porte beaucoup ce sujet-là autour du féminisme. Et en fait, elles se sont réunies et là, en fait, elles s'autogèrent. Il y a des mini-formations, il y a des gens qui organisent des rooms sur Clubhouse, il y a des gens qui s'auto-organisent pour se motiver à poster, etc., etc. Donc, en fait, c'est devenu quelque chose qui, alors, déjà, qui m'a échappé, oui et non, parce que en fait, je suis quand même là, donc j'anime quand même un petit peu les choses, mais c'est totalement auto-organisé et c'est totalement auto-créé. Et donc ça, c'est la différence en fait derrière. Tu parles d'effet cumulé. Moi, je pense que c'est un peu c'est un peu l'objectif. Enfin, c'était pas l'objectif, mais en tout cas, je pensais pas que ça allait m'arriver. Mais le jour où c'est arrivé, j'ai fait waouh. En fait, c'est tellement de reconnaissance d'en arriver là que aujourd'hui, je sais pas c'est quoi le niveau d'après, mais en tout cas, l'effet cumulé, je pense qu'il est ultime au moment où tu as ta communauté qui vit par elle-même parce que toi, en fait, tu as limite plus besoin d'interagir. Et donc, en fait, les choses se font par elles-mêmes et c'est ultra gratifiant, en fait. C'est comme si tu avais un enfant, tu vois, il marche tout seul, tu fais, oh, trop bien. Tu sais, avant, tu devais lui donner à manger tous les jours aussi. Et là, tu vois, il se nourrit par lui-même, il marche et tout. Et c'est un peu ça. Et en fait, ça revient aussi au fait pourquoi je poste moins. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai des relais de gens, en fait, et je travaille plus sur ma communauté en interne plutôt qu'en externe parce qu'aujourd'hui, j'estime que j'ai déjà beaucoup de gens en interne que je préfère prendre soin aussi des gens qui sont déjà abonnés, qui sont déjà dans l'espace, pas que le groupe Ramène ta fraise, mais aussi mes newsletters, pour en fait pouvoir faire avec ces gens-là, apporter encore plus de valeur à ces gens-là plutôt que d'être toujours dans l'acquisition, ce que tu fais sur LinkedIn en fait. C'est un peu l'objectif de LinkedIn, c'est de faire de l'acquisition, mais une fois que tu as suffisamment de gens, moi, je n'ai pas pour objectif de faire une croissance infinie. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je ralentis, c'est parce que je veux grossir pas trop vite et continuer à prendre soin des gens qui sont là depuis le début. Voilà, un des autres avantages d'avoir un branding qui est assez fort, déjà, c'est maintenant avec Ramène ta fraise, tu as une armée de personnes qui publient avec des fraises. Au début, je ne comprenais rien, je me disais d'où ils sortent toutes. Surtout, c'est que des femmes, elles sont toutes arrivées d'un seul coup. Donc, je pense que le pourcentage de personnes qui publiaient est passé de 1 à 4 ou 5%, tellement tout le monde a commencé à publier. Mais c'est vrai que voilà, à la fin, comme tu as dit, c'est quelque chose qui t'échappe, mais c'est représentatif de tout le travail qui a été fait. C'est peut-être pas une consécration, mais pour moi, ça en est une parce que c'est pas quelque chose que tu as créé. Comme tu as dit, c'est auto-créé. C'est ça qui est vraiment, vraiment fort. Et on voit que le branding peut arriver à des choses qui, au final, ne sont même plus contrôlées et tout autant profitables. Ouais, c'est clair, c'est pas contrôlé du tout. Après, faut pas être dans le contrôle, hein. Les gens qui sont trop dans le contrôle, faut accepter qu'en fait, le truc, il gère par lui-même. Donc, c'est le nom. D'ailleurs, Ramène ta fraise, celles qui ont choisi ce nom-là. Moi, j'aurais jamais choisi ce nom-là. C'est la blague que j'ai la plus entendue sur mon nom de famille, mais maintenant, voilà, ça me fait rire et j'aime bien. Mais voilà, pareil, le branding, les couleurs, tout. Moi, j'ai rien choisi. Et donc, faut être assez à l'aise par rapport à ça. Moi, je suis pas du tout dans le contrôle, donc je trouve ça génial, en fait, d'avoir quelque chose qui est autogéré, qui est communautaire comme ça. Moi, c'est pas du tout quelque chose qui me fait peur, au contraire. Donc voilà, ouais, c'est clair que c'est vraiment à quel point, jusqu'où peut aller le branding en fait. C'est ça, je pense, le vrai point de ce sujet, c'est de se dire, en fait, à un moment, tu développes une marque tellement forte que en fait, tu as une communauté qui s'engage et qui s'autogère et voilà, qui est là. Alors après, leur préoccupation, c'est pas Nina Ramen, hein. Leur préoccupation, c'est comment publier sur LinkedIn. Enfin, moi, je suis que l'étincelle de cette histoire, hein. Je veux dire, voilà, faut aussi remettre les choses à leur place, mais juste d'avoir pu fédérer un tout petit peu, être à l'origine avoir fédéré un tout petit peu cette histoire, je trouve que c'est quand même hyper cool. Et j'ajouterais une dernière chose qui est que moi, c'est une consécration dans le sens où c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, à quel point les femmes ce serait bien qu'elles prennent plus la parole. Pourquoi? Parce que en fait, dans le classement des top 10 influenceurs dans lequel j'étais, il n'y avait que 2 femmes dans le top 10 et dans le top 150, il n'y avait que 25% de femmes. Et donc moi, c'est de ce constat-là que je suis partie. Et c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'ai une newsletter sur le sujet, donc voilà, pour te dire à quel point. Et en fait, c'est parti de cette impulsion-là. Et aujourd'hui, on en est là. Donc je ne peux être que ultra fière de ça. D'autant plus que, alors, d'autant plus que c'est sur un sujet que moi je porte et que je porte depuis longtemps. Mais c'est ça l'avantage, c'est que ça a vraiment regroupé tes deux sujets principaux et donc ça crée un cocktail qui est Ou parfait.
Exactement, d'où le marque personnel, et c'est sur ça que je voudrais insister sur les gens qui nous, pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'en fait, peu importe la cause dans laquelle vous êtes engagé, il y a forcément des choses qui vous tiennent à cœur ou pas, hein, mais je ne sais pas, ça peut être l'écologie, ça peut être, enfin, ça peut être plein de choses, ça peut être les jeux de société, on s'en fout, mais en fait, c'est ça l'avantage de la marque personnelle, c'est qu'elle est personnelle et que vous pouvez y mettre ce que vous voulez, vous, et qui vous êtes vous. Et donc, ça ne sert à rien de faire comme le voisin ou comme la voisine, parce que, bah, en fait, au bout d'un moment, ça sonnera faux. Et moi, je vois beaucoup de gens qui publient des choses qui, un peu par opportunité de « Ah, bah, ce sujet, il marche bien en ce moment », mais bah, paradoxalement, c'est des posts qui ne marchent pas forcément très, très bien, justement parce que ce n'est pas le sujet, c'est pas le sujet qui compte, c'est vraiment comment toi, en fait, tu vas sortir intérieurement ce en quoi tu crois et être capable de l'écrire et de le projeter. Donc, d'où la marque personnelle. Parfait. Merci pour cette précision. Pour rentrer un tout petit peu dans le côté plus pratique, je pense que tout le monde là a envie de commencer à écrire sur LinkedIn, mais comment faire? Quel type de contenus sont possibles sur LinkedIn? Est-ce que tout le monde écrit de la même manière? Et je pense qu'il y a plusieurs types de contenus. Donc, est-ce qu'il y a un mix idéal ou pas? Yes. La première chose qu'il faut se dire, c'est faut arrêter de se sentir comme un imposteur. Il faut arrêter de penser qu'on n'est pas mieux que les autres ou moins bien ou voilà ou je sais pas quoi. Non. Peu importe qui vous êtes, vous passez forcément plus de temps sur vos sujets que n'importe qui d'autre. Je m'explique, quelqu'un qui passe son temps à faire du référencement administratif pour les organismes de formation, bah, il en sait beaucoup plus que moi. Ça ne veut pas dire que je suis plus bête que lui, ça veut juste dire qu'en fait, quand quelqu'un passe 100% de sa journée de travail sur un sujet, bah, il développe forcément des compétences sur ce sujet-là. Et moi, il se trouve que je suis extrêmement nulle en admin et en référencement des organismes de formation que je suis et que j'essaie d'obtenir, soit dit en passant, enfin que je voudrais, mais je suis en train de laisser tomber, parce que je suis nulle en admin, justement. Donc, imaginons que vous soyez cette personne. Eh ben, vous avez tout intérêt à publier comme contenu sur LinkedIn, OK, comment faire quand on est créateur de contenu pour obtenir la certification Calliope, qui est une certification en France sur les organismes de formation. Voilà, typiquement, c'est un type de contenu qui est ultra intéressant. Vous, ça vous semblera peut-être basique parce que vous fréquentez que des gens qui savent ça, pour qui c'est le b.a.-ba, en fait. C'est votre quotidien, c'est votre métier, c'est limite, vous le faites depuis 10 ans, les yeux fermés, c'est limite ce que vous donnez à faire à votre stagiaire. Vous, ça vous semble très basique, alors qu'en réalité, bah, ça ne l'est pas pour la majorité des gens, parce que vous êtes dans une bulle de professionnels avec un jargon, avec des habitudes, des mécanismes, qui fait que, en fait, vous ne vous rendez pas compte à quel point, premièrement, ce n'est pas su de tout le monde, et deuxièmement, ce n'est pas accessible. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième sujet qui est, aujourd'hui, l'expertise, faut la vulgariser. Il ne faut pas tomber dans le syndrome de l'expert qui est OK, en fait, j'utilise des acronymes, j'utilise du jargon, ça, les gens ne comprendront pas. Il faut vraiment faire l'effort de vulgariser et de se dire qu'en fait, vous parlez à quelqu'un qui est un non-initié. Donc ça, c'est vraiment deux choses à avoir en tête avant de publier. Après, je parlerai des types de publications. Mais la première chose, c'est arrêter d'avoir le syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, il y a 90% des gens qui ne comprennent rien de ce que vous faites. Et parmi ces 90%, il y en a très probablement qui seraient ultra intéressés. Moi, s'il y a quelqu'un qui veut me donner des cours d'admin de manière générale, même sur la finance d'entreprise, c'est des choses avec lesquelles moi j'ai vachement de mal. J'arrive pas à envoyer un CERFA. Voilà, c'est un truc qui m'angoisse. Bon, bref, voilà. Donc, par exemple, si vous, c'est votre cœur de métier, en fait, il y a des gens, il y a des Nina, il y a plein de Nina sur LinkedIn que ça intéresserait énormément. Donc, c'est ça qu'il faut se dire, et c'est valable, peu importe le métier que vous faites. Si vous êtes agent immobilier, ça intéresserait très probablement plein de gens de savoir comment trouver un CDI à Paris quand on est freelance et quand on est célibataire. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est ça qu'il faut se dire. Il faut sortir de ce syndrome. Deuxièmement, rendre les choses accessibles. Et ça, il faut toujours avoir en tête d'essayer d'expliquer à votre mère. En fait. Donc voilà, ça, c'est les deux grands principes sur lesquels je voulais qu'on commence. Ensuite, en termes de type de publication, alors, il y a plusieurs types de publications. Il y a la première publication qui est un peu du style je partage ce que je sais. Donc, les 3 clés pour trouver un appartement à Paris quand on est freelance et célibataire, par exemple. Il y a un autre type de post qui peut être un peu, je dirais, de la célébration. Type, j'ai donné un cours à HEC. Alors que j'ai jamais été en école de commerce. Voilà. Donc ça, c'est un peu le post célébration. Il y a le post inspiration. Ça, c'est donner un peu, c'est donner votre vision des choses. Type, il n'y a pas assez de femmes qui publient sur LinkedIn. Donc voilà. Et il y a des posts un peu de curation qui sont, moi, que je trouve intéressants, qui est, voilà ce que j'ai découvert, voilà ce que j'ai appris.
tu cites des gens, tu cites ce que tu as appris et finalement, bah, tu transmets de la valeur, pas en la créant si les gens ne se sentent pas à l'aise avec le fait de créer en fait, du contenu, mais juste en relayant du contenu dont vous avez déjà entendu parler ou que vous avez vu, vous avez entendu. Parfait. Donc, c'est les quatre types principaux que tu mettras en avant. Donc, tout ça, on va dire, pour la forme, on part sur de l'écrit à 100%. Ouais, en fait, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que LinkedIn, en fait, il valorise le contenu natif. Donc, il faut avoir, du moment que tu postes, en fait, soit de l'écrit, soit une photo, tu postes directement ta photo, tu vois, ou tu peux poster un PDF qui va faire ce qu'on appelle un carrousel. Un carrousel, c'est des images que les gens peuvent faire défiler. C'est hyper intéressant. Moi, je pense que, en fait, c'est pas une question de quel contenu, quel type de contenu il faut mettre, écrit, photo ou vidéo. C'est à quel point ce contenu il est intéressant par rapport à ta cible. On s'en fiche un peu du format. Ce qui compte, c'est est-ce que ça intéresse les gens. C'est plus le contenu que la forme, en fait. Et pour savoir ce qui intéresse les gens, il faut aller leur demander. Si tu t'intéresses à des CEO et que toi, tu travailles justement en gestion financière, si tu travailles avec des CEO de start-up, va voir les CEO de start-up et va leur demander, OK, c'est quoi tes 3 plus gros problèmes du moment? Et là, tu as déjà tes 3 prochains posts LinkedIn sur la finance quand on est CEO en startup. Voilà, probablement que, je ne sais pas, ils vont parler des BSPCE, probablement qu'ils vont te parler de plan de recrutement, j'en sais rien, ou de lever des fonds. Voilà. Là, en fait, ça te fait déjà au moins 3 postes, sachant que sur chacun de ces 3 postes, tu as au moins 3 sujets que tu peux faire. Donc, un bon moyen, en fait, de trouver du contenu, c'est pas de forcément de... Moi, je ne conseille pas de partir de soi, même si c'est intéressant de le faire de temps en temps, mais moi, je conseille surtout de partir des gens à qui tu t'adresses. D'accord. Donc, vraiment aller leur parler, comprendre leurs besoins pour y répondre finalement. La base. D'accord. Et pour le côté, on va rentrer dans le côté copywriting justement, où tu es la princesse ou la reine, on va dire. Et comment bien écrire? C'est-à-dire que maintenant, disons que j'ai envie de faire un petit post, je vois les types de posts, j'ai choisi un des 4 types que tu m'as donné. J'ai vraiment envie d'écrire le syndrome de la feuille blanche. Comment je fais? Je ne sais pas par quoi commencer, comment finir, quelle structure, le côté Yes. catchline, CTA, bref. Yes. Alors, pour avoir des idées, je vais passer rapidement là-dessus parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais pour avoir des idées, c'est assez simple, enfin assez simple et pas simple en même temps, c'est-à-dire qu'il faut créer un endroit qui soit votre boîte à idées. Cette boîte à idées, elle doit être transportable partout, elle doit être accessible hors ligne, donc si vous n'avez pas Internet, et elle doit être facilement accessible, c'est-à-dire en moins de 2 clics, vous devez pouvoir y accéder. Moi, j'ai les notes de mon téléphone. Je vous conseille vraiment, les bonnes idées viennent toujours sous la douche. Les bonnes idées, elles viennent toujours quand on marche. Les bonnes idées, elles viennent jamais quand on a décidé qu'elles doivent venir. Donc ça, il faut que vous l'ayez en tête. Donc, ayez toujours un endroit où vous allez pouvoir écrire vos idées. Ça, c'est ultra, ultra important. Et une fois que vous allez accumuler vos idées, en fait, derrière, ce sera beaucoup plus simple de les choisir. Ce n'est pas quand on arrive devant son post LinkedIn qu'il faut avoir une idée. Il faut d'abord créer un portefeuille d'idées. Et c'est ça que je vous invite à faire et à avoir et à alimenter tous les jours. Ça, c'est ultra important. Tous les écrivains font ça. Tous les gens qui créent font ça. Donc déjà, ça, c'est un mythe qui n'existe pas. C'est que l'inspiration divine n'existe pas. On a tous une boîte à idées qu'on alimente tous les jours. Donc, créez votre boîte à idées. Ça, c'est la première chose sur les idées. La deuxième chose, c'est... Ce qui est important sur LinkedIn, c'est les premières phrases. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a le voir plus. Petit voir plus, il y a 3 lignes, après il y a voir plus. Il faut que les gens aient envie de cliquer sur ce voir plus. C'est ça aussi, c'est un des facteurs qui va mesurer la viralité de votre post sur LinkedIn et à quel point LinkedIn va diffuser votre post. Donc, il faut que les gens cliquent sur ce voir plus. Donc, les 3 premières phrases sont ultra, ultra, ultra importantes. C'est un peu comme un objet d'email. Si c'est nul, personne ne va ouvrir votre email et vous allez passer 4 heures pour rien. Donc, si personne ne clique sur voir plus, vous avez perdu votre temps. Donc, première chose à avoir en tête, c'est que cette première phrase, elle doit être ultra, ultra... on doit avoir envie de cliquer dessus. Ça peut être un pourcentage, ça peut être une statistique, ça peut être un avis. Par exemple, moi, j'ai déjà mis l'horloge biologique est une arnaque. Ou 15% des femmes ont déjà fait une fausse couche, j'en fais partie. Ou les 10 structures à réutiliser quand on veut publier sur LinkedIn. Ça, c'est des types de posts que j'ai écrits et qui sont dans ces 3 premières phrases et qui annoncent en fait ce dont je vais parler et qui annoncent de manière à ce qu'on ait envie de savoir la suite. Donc, il ne faut pas mentir. L'idée, ce n'est pas de mentir, ce n'est pas de surpromettre. L'idée, c'est juste de promettre, d'expliquer ce dont vous allez parler ou de le faire
d'expliquer un petit bout, de prendre un petit bout et de donner envie, la meilleure partie de votre post, vous la mettez au-dessus et finalement, vous allez donner envie comme ça aux gens de dire la suite. Donc ça, c'est deux choses, idée et ce qu'on appelle l'accroche. Ensuite, je vais te donner plusieurs astuces qui sont assez applicables en 5 minutes. Franchement, là, nos auditeurs, ils peuvent vraiment les prendre et les appliquer telles quelles. Donc, première astuce, c'est l'astuce du dictaphone. Si vous avez du mal à écrire, essayez de vous enregistrer. Enregistrez-vous dans le sens où, quand on écrit un post LinkedIn, c'est un peu comme quand on faut écrire un post LinkedIn, un peu comme quand vous parlez à un ami. Vous expliquez comme si vous étiez en soirée et vous expliquez à un ami ce que vous faites ou telle chose sur tel sujet, sur votre sujet. Donc, enregistrez-vous avec un dictaphone et après, retranscrivez ce que vous avez dit et réécrivez-le un petit peu. Mais ça va vous permettre en fait d'avoir un langage écrit qui va être assez proche du langage parlé. Et en fait, c'est ça un des défauts qu'on a quand on écrit, je dirais, c'est qu'on a toujours tendance à écrire je sais pas, de manière, on dirait que moi, c'est un peu la châtelaine qui écrit, qui va faire « Oui, alors je vous prie de bien vouloir », truc, on ne parle jamais comme ça, quoi. Donc, ça crée en fait une distance avec, ça crée une distance avec le lecteur et c'est ça qu'on veut éviter. On veut être justement le plus proche du lecteur possible et le plus engageant. Donc, l'astuce du dictaphone, c'est la première chose. Donc, enregistrez ce que vous voulez dire et juste réécrivez-le après. Ensuite, autre astuce, c'est ma prof de français qui me l'a donné, c'est sujet, verbe, complément. Arrêtez de vouloir compliquer les phrases. C'est ultra lourd et beaucoup plus compliqué à comprendre. Si je te dis, je souhaite aujourd'hui partager avec vous une expérience personnelle qui, je l'espère, contribuera à faire de votre chemin entrepreneurial une aventure moins stressante. C'est lourd. Par contre, si je dis, aujourd'hui, je vous partage mon expérience, point, elle aidera chaque entrepreneur à moins stresser, point. OK, sujet, verbe, complément, point, une majuscule et un point à la fin. Voilà, essayez de faire des phrases sujet, verbe, complément. On enlève aussi les adverbes. Les adverbes, c'est tout ce qui finit en ment. Ça permet en fait de créer de la nuance. Or, sur LinkedIn et de manière générale, on veut être le plus impactant possible. On n'a pas forcément besoin de créer de la nuance et de dire oui, peut-être que exceptionnellement, etc. Donc voilà, essayez d'être le plus direct possible pour être le plus impactant possible. Les gens, ils n'ont pas le temps sur LinkedIn. Donc dites les choses, arrêtez de vouloir nuancer tout le temps, même si après, dans votre propos, vous pouvez apporter de la nuance, mais sans utiliser d'adverbe. Voilà, c'est ça en fait. Il faut prendre un propos, y aller à fond et derrière, en fait, finalement, plus dire, OK, il y a une autre manière de faire qui est de dire la. Mais voilà, être le plus impactant possible, c'est quand même vraiment important. Ensuite, moi, ce que j'appelle la règle des 3 syllabes, si vous utilisez un mot à plus de 3 syllabes, posez-vous la question si vous ne pouvez pas le raccourcir. Voilà. Les mots à 3 syllabes, alors ça, c'est ma prof de français, elle va me tuer pour ça. Mais en fait, disons que l'idée, c'est encore une fois de simplifier le plus possible votre langage. Si je vous dis publier des banalités et publier des trucs nuls, quand on dit publier des trucs nuls, on comprend mieux. En fait, c'est bête, mais en fait, on comprend mieux. Aussi, autre chose, donc éliminer le jargon, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, mais des mots qui vous semblent à vous ultra simples et compréhensibles, ne sont pas pour tout le monde. Moi, quand je parle par exemple de copywriting, j'ai commencé cette interview en expliquant ce que c'est que le copywriting. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a 99% des gens, alors probablement parmi les auditeurs, la majorité savent ce que c'est que le copywriting parce que c'est des gens qui sont dans le marketing, qui sont dans la vente, etc. Mais dans le monde, dans la vraie vie, moi, quand je vais en soirée, personne ne sait ce que c'est que le copywriting. Donc, à chaque fois, voilà, repartir toujours de vraiment la base et réexpliquer d'où est-ce que vous partez pour ne pas perdre votre lecteur. Parce que si moi, je commence à parler de copywriting, en fait, les gens qui ne savent pas ce que c'est, vont juste pas lire le post parce qu'ils vont pas se sentir impliqués dedans. Ils vont voir un mot qu'ils connaissent pas, ils vont passer à autre chose. Il suffit de ne pas connaître 5% des mots d'une phrase pour en perdre le sens. Autre astuce, le triple vous. Triple vous, c'est dire 3 fois vous avant de dire une fois je. Ça permet de mettre le lecteur au centre. On a toujours tendance à être très égocentré, très auto-centré. Or, ce qu'on veut, c'est capter l'attention du lecteur, donc le mettre lui au centre, parler de ses problèmes, d'aider les autres ses problèmes. Pas forcément, lui s'en fiche un peu de notre vie si on a mangé une pomme hier, c'est pas trop son problème. Par contre, ce qui l'intéresse, c'est ok, en fait, elle est où la meilleure pomme du monde en France, pourquoi est-ce qu'elle est écologique, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est intéressante. Bon, après, si la pomme c'est Apple, c'est autre chose, mais voilà. En tout cas, l'idée, c'est de se dire
c'est de se dire que vous voulez d'abord intéresser le lecteur, donc le triple vous. Parmi les dernières astuces, c'est essayer d'être le plus précis possible, notamment quand vous donnez des chiffres. Au lieu de dire les fausses couches sont fréquentes, vous pouvez dire 15% des femmes ont déjà fait une fausse couche. C'est déjà plus impactant. Et ça, celle-là, je l'aime beaucoup, c'est ma préférée. C'est à chaque relecture, enlever 10%. Enlever 10% à chaque relecture. Pourquoi? Parce que, encore une fois, simple, concis, c'est les maîtres mots d'un bon copywriting. Ça ne veut pas dire court. Hein. Il y a des gens, on peut être court et pas être concis et l'inverse. En fait, concis, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Donc vraiment, à chaque lecture, enlevez 10%, essayez de raccourcir vos phrases, essayez d'enlever les mots en trop. Évitez la voix passive aussi. Ça, c'est voilà, le chat a été mangé par le chien a mangé le chat. Voilà, c'est basique, c'est ma prof de français aussi. Mais disons que, encore une fois, quand on est à la voix active, on va pouvoir être plus impactant, on va être plus dans l'action. Et ça, c'est important aussi dans l'énergie que vous allez transmettre. Enlever les adverbes, je vous en ai déjà parlé. Et dernière chose, je pense que c'est ma deuxième astuce préférée, c'est relire à haute voix. Si quand vous relisez, vous avez l'air ridicule ou vous commencez à prendre une voix de châtelain, franchement, c'est que c'est mal écrit. Si vous voyez que ce n'est pas quelque chose que vous pourriez déclamer, que vous pourriez dire, c'est qu'il faut changer et qu'il faut réécrire. Si vous voyez que c'est probablement aussi que vous avez utilisé de la langue de bois. Quand on lit une annonce d'emploi, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a écrit rattaché à l'équipe commerciale, vous serez en charge de la. C'est typiquement, en fait, de la langue de bois, c'est typiquement en fait du contre-copywriting. Pourquoi? Parce que dans la réalité, on ne parlerait jamais comme ça. Et j'apporte la dernière nuance à mon propos en disant que, contrairement aux écrivains, nous, notre but en copywriting, c'est de faire passer un message. Donc, nous, notre but, ce n'est pas de faire l'écriture la plus belle possible, c'est de faire l'écriture la plus compréhensible possible. Et entre ce que vous pensez, ce que vous allez écrire, ce que la personne va lire et ce que la personne va comprendre, il y a un long chemin. Donc, vous avez plutôt intérêt à dire les choses de la manière la plus claire possible pour être le mieux compris. Et c'est ça le but du copywriting, c'est d'être compris pour avoir des gens qui s'engagent avec vous, pour que les gens qui vous comprennent se disent « Ah, mais oui, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. » Après, bon, ils sont d'accord, pas d'accord, c'est autre chose. Mais le but, c'est d'abord d'être compris. Et en ça, on ne fait pas de l'art. Et c'est en ça aussi qu'on se détache vraiment des styles littéraires qu'on a pu étudier à l'école. C'est pour ça aussi qu'on simplifie beaucoup, c'est pour ça aussi qu'on enlève les mots compliqués, c'est pour ça aussi que je me ferais beaucoup engueuler par ma prof de français, mais parce que nous, notre but, c'est pas de faire de la littérature, notre but, c'est de faire de la vente. Là, tu m'as scotché, tu as donné tellement de valeur et en plus, tu as enchaîné des punchlines. Je peux rien dire de plus. Merci en tout cas. C'est vrai que tout ce que tu as dit, je ne peux que valider. La règle des trois vous avant le jeu, je ne connaissais pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent négligé parce qu'on pense souvent à mettre en avant son expertise, etc. Alors qu'au final, il faut vraiment, c'est la base de la vente, c'est vraiment parler de ce que la personne va gagner plus que qui je suis, etc. Ça viendra par la suite, mais vraiment parler de la personne. Je voulais du coup aborder le côté fond. Enfin, on a parlé un peu de la forme, mais j'aimerais plus parler du ton, c'est-à-dire comment il y a beaucoup de concurrents, comment je vais faire pour me distinguer, comment je vais faire pour vraiment marquer les esprits, parce qu'il y a quand même un contenu qui est assez, même si c'est que 1%, il y a quand même beaucoup de contenu sur LinkedIn. Donc, comment faire pour qu'ils se disent, ouais, c'est vrai que voilà, Nina, elle a publié, elle me marque, prochaine fois que je revois son post, je vais le lire. Pour trouver sa voix, il faut l'utiliser. Voilà. Donc, arrêtez de vous poser la question, c'est quoi ma voix, c'est quoi mon ton? Commence à écrire. Et au bout d'un moment, en fait, au début, tu vas copier. Moi, j'ai copié. J'ai copié des styles de gens que j'adorais. Nicolas Galita, qui est un créateur de contenu que j'adore. Mohamed Achabar, qui est un créateur de contenu que j'aime beaucoup, qui a un blog qui s'appelle La Claque. Voilà, c'est des gens que j'ai commencé à lire, que j'ai adoré, qui m'ont inspiré. J'ai juste copié ce qu'ils faisaient. Et au bout d'un moment, à force de copier, moi, j'ai développé mon propre style. J'ai développé des choses j'ai gardé des choses. J'ai arrêté de faire d'autres choses qui faisaient que j'aimais moins. Et au fur et à mesure, j'ai développé mon style. Mais ça ne sert à rien de se dire j'écris pas parce que j'ai pas de style. C'est l'inverse. Il faut d'abord écrire et ensuite ton style il viendra. Pour trouver sa voix, je répète, il faut l'utiliser. Parfait, net, concis. Tu as appliqué ce que tu as conseillé juste avant. Pour la partie, on va dire, la plupart ici ont envie quand même de générer des leads par le contenu LinkedIn.
comment on fait d'un poste à une génération de leads? Ouais. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas vendre sur LinkedIn. Je pense que LinkedIn doit rester un canal d'acquisition. Je pense que le but de LinkedIn, c'est de sortir de LinkedIn. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, moi, je t'explique mon funnel d'acquisition, ça va être plus simple, c'est plus concret. C'est LinkedIn. LinkedIn, ça me sert d'acquisition. Donc, je ne veux pas rester sur LinkedIn. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que LinkedIn, en fait, si LinkedIn se crache et que moi, mon business est 100% dépendant de LinkedIn, bah, il se passe quoi? Genre, j'ai plus de business? Bah non, je peux me permettre de faire ça. Donc, en fait, LinkedIn, c'est bien, mais en fait, c'est comme tous les réseaux sociaux. Si tu bases ta vente uniquement là-dessus, en fait, au bout d'un moment, bah, tu deviens dépendant et ça devient trop risqué et ton business n'est plus robuste. Moi, je connais des boîtes dans lesquelles j'ai travaillé d'ailleurs, qui basaient toute leur acquisition sur LinkedIn. Et en fait, le jour où, en fait, notamment le CEO a arrêté de poster sur LinkedIn, bah, en fait, le nombre de leads, il a craché. Et en fait, bah, du coup, ça a eu des fortes conséquences, notamment financières pour la boîte. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle j'alerte fortement sur LinkedIn. Et là, tu vas dire, oh là là, on a dit tout ça pour rien. Non, j'y reviendrai. Deuxième chose, c'est que LinkedIn, c'est aussi un endroit où en fait on est très exposé et donc il y a des gens qui vont être radicalement pas d'accord. Moi j'ai régulièrement des haters, j'ai régulièrement des gens, en fait c'est pas forcément des haters, parfois c'est juste des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais en fait disons que psychologiquement au bout d'un moment en fait tu es toujours aussi en train de devoir te justifier, etc. Donc ça peut être un peu violent parce qu'on est très très exposé, moi c'est mon cas par exemple. Et la dernière chose, c'est que bah, en fait, tu ne peux pas non plus mesurer le taux d'intérêt, c'est-à-dire que quelqu'un qui va visiter ton post LinkedIn, qui va cliquer sur ta page de vente, bah, tu ne peux pas savoir qui a cliqué, où est-ce qu'il a cliqué et combien de personnes, en fait, à quel moment ils ont cliqué. Et donc, en fait, tu perds une certaine donnée que tu pourrais ne pas perdre. Et donc, moi, je trouve que LinkedIn est intéressant majoritairement pour faire une acquisition. Et moi, je fais une acquisition sur ma newsletter. Donc, et on en revient à l'autre épisode. Du coup, allez voir l'autre épisode. Mais tout se recoupe. Mais en fait, mon funnel, c'est LinkedIn. LinkedIn, je fais de l'acquisition sur ma newsletter. Newsletter, ça me permet de quoi? Ça me permet d'avoir des emails, d'avoir des gens qui sont déjà convaincus par ce que je dis et donc du coup qui vont être déjà un peu, qui vont déjà adhérer à mon propos et qui sont déjà potentiellement plus des prospects que LinkedIn, parce que LinkedIn, en fait, ce n'est pas des prospects, c'est juste des gens, alors que quand ils sont sur la newsletter, c'est des gens qui ont déjà manifesté un intérêt sur le copywriting, donc on peut déjà partir du principe qu'il y a un minimum, un peu un lead, ou au moins un prospect. Et aussi, en fait, c'est des gens à qui je donne du contenu exclusif que je donne à nulle part ailleurs et donc je crée un lien qui est unique. Contrairement à LinkedIn où tu publies et ça envoie dans les internets, en fait, la personne, elle sait qu'il y a plein de gens qui regardent. Alors que quand c'est un email qui est envoyé dans ta boîte mail et du coup, en fait, tu crées beaucoup plus d'engagement avec la personne. Donc, c'est pour ça en fait que moi, je transfère en fait mon audience LinkedIn à mon audience email qui m'appartient, qui sont des gens qui sont chez moi. Donc, en fait, une fois qu'ils sont chez moi, voilà, on fait des trucs, on parle, on discute, etc. Et c'est chez nous d'ailleurs. Et ensuite, donc, ça c'est la deuxième étape. Et troisième étape, et là c'est la vente. Et donc, tu as vraiment ce processus de LinkedIn, pour moi, c'est trop froid pour vendre et trop de gens, voilà, pas assez robuste, etc. Newsletter, ça permet en fait d'avoir un espace qui est privilégié, un espace qui est de gens qui sont potentiellement engagés, de fans, entre guillemets. Et ensuite, tu les bascules sur une page de vente. On fera peut-être un épisode sur la page de vente et c'est l'étape ultime sur comment après tu envoies des gens sur la page de vente et comment est-ce que là tu les convertis. Et donc là, tu as un taux de conversion qui est largement meilleur parce que tu n'as que des gens qui te connaissent, qui sont déjà engagés et tu maîtrises aussi ta vente parce que tu vois où est-ce que les gens cliquent. Tu peux même leur demander leur avis sur les pages de vente. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé une page de vente et en fait, j'ai demandé aux gens des retours. On me dit, vous en pensez quoi? Comment je peux l'améliorer? Et donc, en fait, ton audience, elle t'aide à vendre. Elle t'aide à t'acheter, en fait. Elle t'aide à ce que tu leur vendes. Et ça, c'est génial. Et donc là, tu vois, c'est un intérêt qui est au-delà. En fait, tu peux le faire aussi sur LinkedIn. Hein. Mais moi, je trouve qu'en fait, tu as créé un espace où, en fait, tu as une audience. Moi, le bootcamp, tu vois, je l'ai envoyé. Il a été rempli en, même pas 3 jours. J'étais full en lead. Et une fois que j'étais full en lead, en fait, j'étais full en vente aussi. Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut avoir en tête. C'est que moi, je suis plutôt du parti de dire on va amener les gens progressivement à vouloir nous acheter. Et vouloir vendre sur LinkedIn, c'est un peu comme vouloir demander en mariage au premier rendez-vous. C'est comme si tu arrivais dans un bar et tu disais à quelqu'un hey, salut, je peux avoir ton numéro ou hey, salut, viens, on se marie. Non, en fait. C'est d'abord, tu veux la voir, tu veux savoir qui elle est, tu veux la connaître. Et ensuite, tu veux bien lui acheter. Et donc, je pense qu'il faut respecter ça. Et
s'il y a des gens qui vendent directement sur LinkedIn, je pense que le problème de faire ça, c'est que tu vas épuiser les gens, tu vas épuiser ton audience et en fait, tu ne vas pas du tout qualifier parce qu'il y a des gens qui vont s'intéresser à toi, qui vont cliquer, qui t'achèteront jamais, mais toi, tu ne vas jamais comprendre pourquoi ils t'auront jamais acheté, tu vas les perdre. Alors que sur email, tu peux voir qui a cliqué, qui parmi les gens qui ont cliqué ont acheté ou pas acheté. Et les gens qui n'ont pas acheté, tu peux les appeler en leur disant hey, j'ai vu que tu avais cliqué, tu n'as pas acheté, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc en fait, tu es dans une démarche marketing qui est beaucoup plus constructive que si tu fais que poster sur LinkedIn. Ceci étant dit, il faut quand même, pour avoir une newsletter à 10 000 personnes ou même à 3 000 personnes, peu importe, il faut quand même avoir des gens qui arrivent de quelque part et LinkedIn sert à ça aussi. En Justement, plus de toute la partie de notoriété, etc. la question qui vient naturellement, c'est comment faire pour que de ce poste-là, je les ramène vers la newsletter. Ouais. Moi, je l'ai mis dans mon titre de post LinkedIn. Donc, dès que je publie quelque part, ben, il y a la newsletter. Donc, c'est deviens génial en copywriting. Hop. Et les gens, en fait, que je commente, que je poste, en fait, ils voient directement dans mon titre, dans mon intitulé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, tu peux faire des posts avec des appels à l'action à la fin en disant, ben voilà, c'était un bout de la newsletter de la semaine dernière. Si tu veux toute la newsletter, abonne-toi. D'accord, parfait. Donc, les call to action, donc les appels à l'action que tu fais, c'est vraiment quand tu mets un petit teaser de la newsletter, tu mets une petite partie et tu ne fais que ça. Et bien sûr, ta description. Ouais, et puis ce qui est cool, c'est qu'après, ton contenu newsletter, en fait, c'est mon contenu newsletter qui devient des posts LinkedIn. Donc ça contribue aussi à la machine à contenu pour les gens qui nous écoutent et qui se disent qu'ils n'ont pas d'idée. Mais en fait, moi, sur ma newsletter, en fait, je la découpe en 3-4 posts LinkedIn après. Et après, ça me fait mes posts LinkedIn de la semaine. Ah ouais, donc ça devient plus structuré. Au final, c'est même plus facile et ça Ouais. permet de. Enfin, c'est parfait en fait. Il y a un effet boule de neige qui permet. Chaque canal alimente l'autre. Au final, bon, on voit que c'est efficace. Tu as parlé justement de ta stratégie. J'aimerais juste savoir, toi, si tu peux détailler un tout petit peu la stratégie que tu as utilisée, le temps et enfin, l'évolution des résultats, après combien de temps, etc. C'est vrai que tu n'as pas commencé à en publier en directement en tant que CEO, mais si, juste, voilà, c'est intéressant de voir le parcours. Aujourd'hui, moi, j'ai à peu près un lead par jour qui arrive par LinkedIn. Donc ça, c'est les résultats. Sur les un lead par jour, en fait, c'est des gens qui sont déjà convaincus. Donc, c'est à moi de voir si j'ai la bonne personne pour bosser avec et puis si ça convient à la personne aussi, le type de prestat que je propose. Mais en général, les gens me connaissent, les gens savent ce que je fais et globalement, en fait, quand ils viennent me voir, ils sont déjà prêts à acheter. Donc, ça, c'est à peu près ce que j'en obtiens aujourd'hui sur la manufacture du copywriting. En termes de chiffre d'affaires, ça me fait à peu près, sur les prestats que je vends, ça me fait à peu près du 15 000 euros en chiffre d'affaires. Donc, moi, c'est à peu près avec pratiquement, en fait, c'est tout, quoi, parce que derrière, j'ai pas trop de charges. Donc, c'est à peu près ce que je génère aujourd'hui, en tout cas. Aujourd'hui, c'est le premier mois de mon lancement. Donc voilà, après, je n'ai pas pour vocation de devenir multinationale. Donc moi, ça me va bien aussi si je reste comme ça. Et travailler aussi avec des clients qui me correspondent. Donc il y a ça. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires. Ensuite, en termes de nombre de leads, donc je t'ai dit, j'en ai à peu près un par jour. Et derrière, en termes de stratégie de publication, moi, j'en ai testé plein, dans le sens où ça fait longtemps que je poste. J'ai testé de publier tous les jours. Franchement, c'est génial. Moi, je conseille à tous les débutants de poster tous les jours, au moins pendant un mois. Pourquoi? Parce que pendant un mois, tu vas créer des habitudes, tu vas insensibiliser ton cerveau à la peur de publier, tu vas vraiment en fait passer un niveau, tu vas arrêter de publier des trucs que tout le monde publie justement parce qu'en fait tu vas être obligé d'aller creuser dans un niveau plus profond parce qu'en fait on commence tous par dire les mêmes choses. Moi tu vois, la première fois que j'ai parlé de recrutement, j'ai comparé le recrutement à des relations amoureuses, le truc qui est fait 1 milliard de fois, tu vois. Et en fait, parce qu'en fait, au début, c'est normal, on fait tous les mêmes trucs, on fait tous des trucs un peu nuls aussi. Et il faut aussi expérimenter pour voir ce qui fonctionne et voir ce qui fonctionne sur ta cible. Donc, publier tous les jours, ça va te permettre de gagner de l'expérience, ça va te permettre de t'insensibiliser à la peur de publier. Et contrairement à ce qu'on pense, plus on écrit, plus on a d'idées. Plus on écrit, plus on a d'idées. Et pas l'inverse. Voilà. Donc, si vous attendez d'avoir des idées pour écrire, vous n'aurez jamais d'idées. Vous n'écrirez pas plus. Vraiment, commencez à écrire, vous aurez des idées. Donc, publier un post par jour pendant un mois, c'est vraiment un super exercice que je conseille. Moi, je l'ai fait. À un moment, je faisais plus de 1 million de vues par mois. C'était génial.
simplement, aujourd'hui, ça me prend du temps, de l'énergie et c'est pas mon focus du moment. Mon focus, justement, c'est d'arriver à avoir une boîte qui n'est pas dépendante de LinkedIn. Donc, j'essaie de tester un peu ce modèle-là, enfin, qui n'est plus dépendant d'avoir une marque aussi qui soit plus trop dépendante que de LinkedIn et de diversifier mes canaux. Mais en tout cas, moi, c'est un exercice que je conseille vraiment, vraiment. Et si vous ne le faites pas tous les jours, essayez au moins de le faire 2 à 3 fois par semaine. D'accord. Une petite précision, quand tu dis tous les jours, est-ce qu'on rajoute aussi le samedi et le dimanche ou pas? Ouais, oui. Oui, publier samedi et dimanche parce qu'il y a moins de gens qui publient le samedi et dimanche. Alors, il y a moins d'utilisateurs, mais il y a aussi moins de créateurs de contenu. Donc, il y a des gens qui le font le samedi et le dimanche. Faites-le si vous voulez, le faites pas si vous voulez pas. Enfin, en fait, faites comme vous voulez du moment que vous êtes régulier. En fait, la vraie bonne chose à retenir, c'est faites ce que vous pouvez tenir aussi, quoi. Et de manière à ce que ce soit pas trop, trop, trop douloureux. Parce que ça sera douloureux, de toute façon. Mais si vous sentez que vous avez besoin du samedi et du dimanche pour prendre reprendre votre souffle, prenez samedi et dimanche. Voilà. Et si vous sentez que vous avez des milliards d'idées, publiez samedi et dimanche, voilà aussi. Justement, un petit retour d'expérience personnelle. L'autre fois, je me suis levé un dimanche, je me suis dit, allez, on va mettre un petit post. J'étais d'humeur, j'ai mis ne publiez jamais le dimanche. Simple. Tu vois, c'était le dimanche, je l'ai fait. J'ai mis un truc dans le genre, je ne sais plus exactement, mais quelque chose comme ça. Et franchement, je ne pensais pas. J'ai eu une portée qui est comme d'habitude, comme chaque jour de la semaine. Et j'ai eu limite plus d'engagement parce que les personnes qui étaient là le dimanche sur LinkedIn, ce n'est pas les personnes, on va dire, classiques. Il y a eu un engagement et je me suis dit, waouh, c'est vrai qu'en fait, j'ai jamais publié le dimanche. Et là, ça m'a donné des idées. Est-ce que je continuerai ou pas? Je ne sais pas, c'est encore à réfléchir. Mais c'est vrai que voilà, quand tu le dis, à tester. Et au final, c'est le terrain qui va permettre de dire. Voilà, ouais, clairement. Je pense que, comme tu dis, il faut arrêter de se poser 3000 questions. Il faut juste le faire. Il y a juste des trucs à savoir. Il ne faut pas repartager les posts. Il faut surtout créer du contenu natif. Crée du contenu natif, teste et tu verras. Enfin, franchement, voilà, ça sert à rien de se poser. En fait, plus vous vous posez de questions, et moins vous allez le faire. Le penser, c'est voilà, l'inverse d'agir. Soit tu penses, soit tu agis. Agissez, faites, postez. Maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut. Postez. Et il n'y a pas de réponse à l'univers. Ça ne sert à rien d'écouter 3000 personnes parler sur le sujet. Non, faites-le si vous voulez. Mais en fait, rien ne vaudra plus que de le faire pour réussir et passer à l'action. Il faut connaître 2-3 bases, il faut avoir envie de le faire. Moi, mon rôle d'ailleurs aujourd'hui, c'est pas de dire aux gens comment faire, c'est juste de leur donner envie de le faire. Et une fois qu'ils ont envie, après, ils font tout seuls. Parfait, parfait. Je voulais savoir, il y a une question qui revient souvent, c'est LinkedIn, c'est pour vous entre B2B, moi je suis plus dans le B2C, ça ne me concerne pas. Alors, pas du tout. Moi, je connais donc Maxime Blondel qui a vendu du lubrifiant sur LinkedIn. Donc, c'est un produit tout à fait B2C. Et pour le coup, ça a très, très bien fonctionné. Donc, le B2C fonctionne aussi très bien sur LinkedIn parce qu'en fait, la différence entre B2B et B2C, c'est jamais que le B2B, c'est juste d'agglomération de personnes, en fait, une boîte. Enfin, je crois jamais, j'ai toujours un peu de mal à comprendre ça. Parce que, oui, quand tu rentres dans le cycle de vente, après, oui, c'est en termes de décisionnaire, etc., bon, c'est peut-être un peu plus galère. Mais en fait, une boîte, c'est jamais qu'une accumulation de personnes. Et le mec qui est directeur des achats, que tu vas devoir convaincre d'acheter ta solution, en fait, c'est juste aussi Gérard qui est directeur des achats et Gérard qui est dans la même boîte depuis 10 ans et qui a envie peut-être d'en connaître plus sur tel produit, tel achat. En fait, voilà, il occupe sa fonction dans sa boîte, mais c'est aussi une personne et tu peux t'adresser à lui. Je pense que c'est un biais, en fait, de vouloir s'adresser aux gens comme si c'était des boîtes. En fait, je pense qu'au contraire, il faut avoir une approche très B2C pour réussir sur LinkedIn. Il faut voir les gens de manière individuelle, c'est quoi leurs problèmes. Tous les Gérards, ils ont probablement tous les mêmes problèmes. Mais en fait, c'est à ce niveau-là de degré de compréhension de ton personnage que tu dois aller. Et ça, pour moi, c'est presque plus proche du B2C que du B2B, quoi. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à dire presque l'inverse. Même si voilà, la distinction B2B, B2C, moi, c'est pas. À part sur le cycle de vente, mais en termes de marketing, voilà, c'est tous les Gérards, potentiellement un peu les mêmes problèmes. Parfait, donc au final, LinkedIn fonctionne pour les deux, limite plus pour le B2C que pour le B2B. Je connaissais Maxime Blondel, je ne savais pas qu'il avait vendu du lubrifiant, donc ça, c'est quelque chose de. On Ça, va c'est l'inviter pour en parler. Je l'inviterai, c'est noté. C'est vraiment l'exemple parfait. Et je voulais justement, maintenant qu'on a fait un peu le tour, juste un petit résumé des erreurs à ne pas faire quand on se lance. Ouais. Ne pas repartager, surtout pas faire de repartage. Quand je dis repartager, c'est-à-dire utiliser le petit bouton en bas, repartager. Enfin, ça, c'est surtout ce bouton-là qu'il faut éviter parce que LinkedIn favorise le contenu qui est natif.
Autre erreur, ben, ne pas poster parce qu'on a peur de poster, hein. Enfin, ça, c'est genre, il y a tellement de gens qui n'écrivent pas parce qu'ils ont peur d'écrire. Donc, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de. Vous êtes beaucoup trop auto-centré. Les gens ne vous regardent pas. Si votre post foire, ça ne se verra pas. C'est un peu comme quand on trébuche dans la rue. On croit que tout le monde t'a vu, mais en fait, personne t'a vu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est nul meurt. Donc, en fait, si votre publication ne crée pas d'engagement, bah, personne ne la verra. Et donc, personne ne va dire ah, fais une publication toute nulle. Enfin, ça ne se verra pas. C'est juste l'algo va effacer ce truc-là parce qu'en fait, LinkedIn n'a pas intérêt à garder en fait, des publications qui sont nulles. Et au pire, vous effacez. Après, il n'y a pas de grosses erreurs à faire. La seule grosse. Ce que je peux prévenir un peu, c'est que les gens publient sur la page entreprise. C'est tout nul. Pas publier sur sa page d'entreprise, à part si on a une vraie stratégie derrière, comme Time for the Planet peut avoir. Mais vraiment pas avoir de publications. C'est mieux d'avoir des publications. Enfin, on veut plus savoir l'histoire de Gérard, qui est directeur des achats chez L'Oréal, que de savoir L'Oréal, quoi. Enfin, tu vois, ça nous intéresse plus. C'est qui, comment il en est arrivé là, c'est quoi sa carrière. Ah ouais, il a commencé, il était technicien en chimie, mais comment il en est là aujourd'hui. Voilà, ça nous intéresse plus que de savoir L'Oréal parce qu'il vaut bien, quoi. Enfin, tu vois, l'histoire, en fait. C'est des histoires individuelles, en fait, sont plus engageantes aussi. Donc, il y a ça sur les pages entreprises. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. En tout cas, ce Gérard, je vais le trouver, je vais l'interviewer. T'en as tellement parlé qu'il faut, il faut le trouver. Gérard, directeur des achats sur LinkedIn. Je vais le chercher. Et maintenant, pour le côté, on va dire, où tu pousserais les gens justement à se lancer sur LinkedIn, un conseil, un ou deux ou trois, quelques conseils pour justement enlever ses peurs et se lancer enfin. Relire à haute voix ses posts, faire les choses, se lancer, en fait, se lancer, faire et arrêter de se poser la question, en fait, juste appuyer sur publier et suivre des gens qui les inspirent, suivre des créateurs qui sont inspirants et limite aller leur parler ou écouter des interviews, des choses comme ça, en fait, voir que des gens qui publient sur LinkedIn, en fait, ils sont pas, c'est pas des surhommes, c'est pas des surfemmes, c'est juste des gens qui partagent plus que les autres leur expertise. Enfin, moi, je pense pas, en fait, être particulièrement différente des autres. Enfin, moi, j'étais dyslexique quand j'étais petite. Enfin, tu vois, j'ai plein de choses qui ont fait que je n'étais pas du tout destinée à écrire. Par contre, ce qui a fait la différence, je pense, ce qui a fait la différence, c'est deux choses. La première, c'est que j'ai écouté beaucoup mon audience. Et la deuxième chose, c'est que j'ai fait et j'ai testé des choses. Et donc, vraiment, je pense qu'il faut démystifier l'écriture. Il faut que les gens ils se sentent de plus en plus OK avec le fait d'écrire. Et donc, faites des choses et le reste suivra. Parfait. Sur ces belles paroles, je te remercie. Merci pour toute la valeur que tu nous as apportée. Je voulais juste savoir si tu connais deux ou trois personnes qu'on pourrait justement interviewer dans le cadre de cette émission qui pourraient nous donner une valeur aussi folle que la tienne. Alors, il y a Caroline Mignot, sans hésitation. Il y a Shubham Sharma, qui publie du contenu plutôt sur YouTube pour le coup, mais un petit peu aussi sur LinkedIn. Et quelqu'un d'autre qui fait du contenu hyper intéressant et qui est aussi copywriter, qui s'appelle Alex Minchella et qui a écrit notamment un livre sur le freelancing. Voilà, c'est pour le coup les trois personnes que je vois qui peuvent être ultra intéressantes. Il y a aussi, je pense au freelancing, il y a Liz Sliman qui fait aussi des choses qui sont super sur ce sujet-là. Voilà, comme ça j'ai dit 2 garçons et 2 filles. Parfait. La féministe, quand même, tu as gardé la parité. Parfait. Merci beaucoup, Nina. Ben, j'espère te revoir bientôt, peut-être pour un épisode sur la page de vente ou quoi. Je sais que tu es fort occupé. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. On va te suivre, on va continuer à te suivre sur LinkedIn, sur ta newsletter, etc. Merci beaucoup pour toute la valeur que tu nous as apportée, les astuces, etc. C'était un épisode de dingue. Encore une fois, merci. Merci à toi, Youssef. Ciao. À très bientôt. À bientôt.